Alors pour résumer l'ensemble des déformations que nous avons décrites, on va faire une coupe à peu près selon cette ligne-là pour montrer toutes les déformations. Donc cette coupe qui part du Jura et qui va jusqu'au Grand Paradis est présente aussi bien sur les cartes tectoniques des Alpes que sur les cartes métamorphiques des Alpes. Néanmoins, nous allons un petit peu tricher pour qu'il y ait vraiment l'ensemble des déformations que nous avons décrites, au lieu de rester sur cette ligne de coupe. Au moment où on traverse normalement le nord du Beldon, nous on va reprendre la partie sud du Beldon de façon à pouvoir inclure les blocs basculés dans notre trait de coupe. Donc nous allons un petit peu tricher au moment où on traverse le Beldon. Donc commençons complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, on est dans la Bresse. Donc la Bresse, c'est le bassin du Rhône. Et bien sûr, on est sur une zone parfaitement stable, donc on est sur une zone de 30 km de croûte. Et ce qui nous intéresse, c'est comment tout ça va s'agencer. Donc ensuite, on a le Jura. Remarquez que le Jura fait un chevauchement sur la Bresse. La zone extérieure du Jura est très peu déformée. Donc nous, pour simplifier, nous allons carrément la dessiner pas déformée du tout. Mais néanmoins faisant un chevauchement sur la Bresse. Donc on a ici la première possibilité de déformation qui est le chevauchement. Ici vous voyez qu'on a un chevauchement extrêmement classique, quasiment à l'horizontale, qui a permis le déplacement du Jura sur la Bresse, parce qu'en fait le Jura se déplace et progresse vers l'ouest en direction de la plaine du Rhône. Donc ici c'est la partie du Jura qu'on va appeler le Jura des plateaux. Et dans ce Jura des plateaux, en géographie, pensez à aller rechercher des karstes, parce qu'on est sur une roche calcaire qui peut très facilement se dissoudre et faire ses motifs caractéristiques. Ensuite, la deuxième partie du Jura, où on voit beaucoup plus de chevauchements, on voit aussi des lignes vertes de crétacés très allongées, donc ça nous fait penser à des plis. On vérifie bien sûr sur la carte au 1/50 millième qu'effectivement ce sont des plis. On va donc arriver sur le Jura plissé. Là aussi, en géographie, vous verrez que les pentes à l'ombre ou les pentes au soleil permettent de faire de la vigne ou d'autres cultures, et donc la géologie ici a un fort impact sur les paysages et sur l'usage agricole. Alors pour ce Jura plissé, on a des plis très particuliers, c'est ce qu'on a appelé des plis de rampe. Donc pour ça, il faut que le matériau présente des failles qui ne sont pas tout le temps en permanence à l'horizontale, qui présentent une zone plate qu'on va appeler un plat, une zone en pente qu'on appelle une rampe, comme pour un escalier, et le matériau qui est ici monte le long de la rampe à cause des contraintes de compression. Et donc on se retrouve ici, à l'endroit où il y a un plat juste après une rampe, on se retrouve avec un pli qui est un anticlinal de rampe. Et bien sûr, rien n'empêche de superposer ces plis. Vous pouvez avoir un deuxième anticlinal de rampe sur le premier et ainsi de suite. Après, je redessine plus tout en détail, mais il y a des surfaces de chevauchement entre tout cela, qui va faire finalement un relief assez important dans le Jura plissé. Donc deux premières séries de déformations, chevauchement, pli. Autre déformation de très grande ampleur, on a ici Genève, donc nous sommes dans la portion complètement sud du bassin molassique suisse. Donc là, pour un bassin molassique, la déformation, c'est une grande déformation crustale
et pas seulement crustales comme on l'a déjà évoqué, c'est en fait toute la lithosphère qui fait une légère inflexion, ce qui fait que ça crée de l'espace disponible dans lequel on peut avoir des terrains tertiaires qui viennent se développer. Mais je vous rappelle qu'il y a un petit chevauchement à l'intérieur même du bassin molassique suisse, qu'on va représenter ici. Et donc même au sein d'un bassin sédimentaire, il y a possibilité de chevauchement. Ce chevauchement est dû au fait que cette portion du bassin avance et passe au-dessus de celle-ci, mais qu'en même temps la flexure est en train de progresser vers le Jura et le Jura est en train de progresser vers la Bresse. Donc la deuxième type de déformation, la flexure. Mais là vous voyez qu'on change radicalement d'échelle. On était sur des déformations de couverture sédimentaire, et là on passe sur la déformation d'une lithosphère entière. Après ce bassin molassique, on trouve les terrains subalpins. Donc dans les terrains subalpins, on a beaucoup de plis. Donc je vais devoir fortement exagérer. Je vais notamment dessiner par exemple un petit anticlinal perché, puisque c'est assez caractéristique de cette zone nord du subalpin d'avoir des déformations qui ne sont pas nécessairement en plat et en rampe, des formations qui peuvent être plus élastiques, mais avec inversion de relief. Et ensuite, on arrive sur le nord du Beldon. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons tricher afin de pouvoir avoir toutes les déformations suffisamment intéressantes. Et nous allons passer dans la zone des blocs basculés de façon à pouvoir les dessiner. On avait observé que les premiers blocs basculés présentaient des failles normales. Alors ça, c'est pas une déformation typique d'une chaîne de montagne. Toutes les chaînes de montagne n'en ont pas. C'est le reste de la formation de l'océan. Donc vous n'en trouverez que dans les chaînes de collision qui vont garder intacts quelques blocs basculés qui sont des anciennes failles normales. Mais ce qui est caractéristique d'une chaîne de montagne, c'est qu'au contraire, quand les blocs rejouent en faille inverse. Ça, c'est caractéristique puisque les phénomènes de compression ont tendance à faire rejouer les failles normales en faille inverse. On avait dit que la conséquence de ça, c'était que la couverture sédimentaire en éventail tout à fait caractéristique qu'on pouvait retrouver sur les blocs basculés qui étaient relativement intacts en périphérie, avait tendance à s'en aller. Ce qui fait que sur les blocs les plus internes, cette couverture sédimentaire est absente. Et là, on découvre un nouveau phénomène caractéristique des chaînes de montagne, qui est le charriage. Charriage, c'est le déplacement horizontal de matériaux sur de très très grandes distances. Si on prend des failles relativement horizontales, on va les classer par leur effet de déplacement. Si le déplacement est très faible et on voit toujours les deux compartiments l'un à côté de l'autre, on appelle ça une faille inverse. Si le déplacement est important à tel point que vous ne pouvez pas suivre une couche repère, on va appeler ça un chevauchement. Si le déplacement est tellement important que vous ne savez même plus d'où ça vient, on appelle ça un charriage. Donc c'est fonctionnel, c'est pas structural. Tout à la base ont des failles peu penchées qui sont à l'origine de ce déplacement de matériaux. Après cette zone de blocs basculés, on arrive ici sur le Pelvoux, ou si nous reprenions la suite de notre trait de coupe, on arriverait ici sur les massifs cristallins externes. Et donc c'est l'occasion de dessiner ce qu'est concrètement un massif cristallin externe. Donc un massif cristallin externe, par exemple si je prends celui-ci,
il a une zone avec du magmatisme, donc je vais simplifier, je vais appeler ça des granites, et puis à côté, on voit le figuré BO briovérien avec d'un figuré de métamorphisme, mais de métamorphisme en rouge, donc ici de roches métamorphiques hercyniennes. Donc du primaire, elles ont été métamorphisées au primaire, et elles étaient déjà dures, elles étaient déjà cristallines au moment où on a eu cette formation des Alpes. Donc un massif cristallin, c'est aussi bien des roches magmatiques que des roches métamorphiques. Et donc même chose ici pour le socle de ces blocs basculés. Je dessine ici le figuré correspondant à du granit, mais ça pourrait tout à fait être des roches qui ont été métamorphisées au primaire. Et comme on l'a dit, peu importe ce qui est métamorphisé, que ce soit des roches sédimentaires ou que ce soit une ultrabasite, c'est exactement la même chose. Tant que c'est métamorphisé, c'est devenu un massif cristallin. Après ce massif cristallin, nous avons ici une petite zone d'océan valaisant, mais on va quand même la représenter parce que c'est une belle illustration d'un charriage. Donc on est ici sur des roches qui sont crétacées, qui sont délimitées par un premier chevauchement et de l'autre côté par un autre chevauchement, avec le figuré caractéristique de Flysch. SCH, pardon. Et ces Flysch sont des Flysch océaniques qui proviennent en réalité de la zone océanique qui est là, et donc qui ont passé la zone briançonnaise et se sont retrouvés de l'autre côté de la zone briançonnaise. Donc là, c'est un exemple tout à fait caractéristique de charriage, et comme on s'y attend, les charriages se font depuis le centre de la chaîne de montagne vers l'extérieur, systématiquement. On arrive ensuite dans la zone briançonnaise, et la zone briançonnaise, comme on l'avait déjà fait remarquer, elle est limitée par un très très grand chevauchement qu'on appelle le chevauchement pénique frontal. Donc on est toujours dans la catégorie des chevauchements, et c'est le chevauchement pénique frontal. Et dans les Alpes, c'est un point de repère vraiment extrêmement important, parce que tout ce qui est à l'ouest du chevauchement pénique frontal est non métamorphisé, ou un métamorphisme qui est tout à fait négligeable. Bien sûr, quand je dis non métamorphisé, je veux dire non métamorphisé à l'époque alpine, c'est-à-dire au secondaire. Bien sûr, ça a pu être métamorphisé au primaire, ça c'est l'histoire de la chaîne de montagne d'avant. À partir du chevauchement pénique frontal, on voit apparaître du métamorphisme alpin. Et donc c'est pour ça que c'est un repère aussi pratique. La zone briançonnaise elle-même est limitée par des chevauchements qui font des formes très très compliquées, donc qui sont souvent beaucoup plus horizontaux. Donc dans la zone briançonnaise elle-même, il n'y a pas de déformation particulièrement intéressante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement qu'elle présente du métamorphisme alpin, avec un figuré bleu, des traits relativement longs, montrant que c'est un métamorphisme entre schiste vert et schiste bleu. Et puis on arrive dans la zone de l'océan. Donc la zone de l'océan, c'est quelque chose de relativement intéressant, parce que c'est là qu'on va voir beaucoup de déformations. Notre trait de coupe passe par le Grand Paradis. Le Grand Paradis est une fenêtre. Quand on regarde comment cela est représenté sur la carte tectonique des Alpes, on voit que c'est une fenêtre parce que c'est un grand massif cristallin qui ressort par résistance par rapport à l'érosion. Et il est en contact tectonique avec tout ce qu'il y a aux alentours, c'est-à-dire que les terrains alentours qui sont des schistes lustrés. Donc schiste lustré, c'est juste un nom descriptif pour ces schistes océaniques. Eh bien, ce contact-là
montre que le Grand Paradis est un chevauchement par rapport au schiste lustré tout autour. Donc ici nous avons une nouvelle figure de déformation qui est une fenêtre. On a une structure qui chevauche aussi bien à l'est qu'à l'ouest les terrains des schistes lustrés. Et puis même si ce n'est pas sur notre trait de coupe, on va prendre la petite clip qui est juste à côté, qui elle au contraire chevauche tout ce qui l'entoure. Et qui est donc une clip. Donc ici en fait c'est une clip appartenant à la zone afro-apulienne. On arrive ensuite à un grand chevauchement qui va délimiter la zone césia, qui elle-même est délimitée ici par une grande faille qu'on appelle aussi la ligne insubrienne, qui en fait est incurvée en profondeur. Et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? C'est parce que c'est une grande faille décrochante. On a ici le jeu, donc ça permet au matériau des Alpes de se déplacer vers le nord par rapport à la plaine du Pô, puisque ici on retourne progressivement vers la plaine du Pô. Donc par rapport à un trait de coupe est-ouest, la plaine du Pô vient vers nous quand l'ensemble des Alpes s'éloigne de nous. Donc ici nous avons une nouvelle faille qui est une faille décrochante. Je vous rappelle que vous ne devez pas utiliser le terme de faille transformante parce qu'elles sont réservées aux failles décrochantes qui recoupent les dorsales exclusivement. Donc vous voyez qu'à travers cette coupe ouest-est qui passe à peu près par cette ligne-là, même si nous avons fait un petit détour par le sud à l'endroit du passage des blocs basculés, on peut arriver à voir l'essentiel des déformations qui sont caractéristiques des chaînes de montagne, donc des chevauchements. Vous voyez que vraiment les chevauchements, c'est la déformation la plus courante dans une chaîne de montagne. À grande échelle, on a aussi la flexure de la lithosphère qui peut faire des bassins flexuraux, des plis, alors de toutes sortes, des plis de rampes, des plis beaucoup plus plastiques qui existent ici dans la zone subalpine. Des failles qui peuvent rejouer en faille inverse, des charriages à plus ou moins longue distance, ce qui fait qu'on ne sait pas forcément où c'est allé, où est passée la couverture sédimentaire des blocs basculés, d'où viennent exactement les flyschs que l'on trouve aujourd'hui dans la zone de l'océan valaisan. On ne sait pas vraiment, hein, j'ai mis une flèche, mais en fait on ne sait pas trop. Des chevauchements assez limités en surface, mais aussi des chevauchements dont on va voir qu'ils sont même repérables avec le profil écorce sur des dizaines de kilomètres. Donc on a aussi des chevauchements très profonds, comme le chevauchement pénique frontal, et le chevauchement qui limite la zone césiale, ainsi que celui de la grande faille décrochante. Tout ça se prolonge en profondeur tant qu'on est dans des déformations cassantes, donc dans les 15 premiers kilomètres de croûte. Et puis avec ces grandes déformations qui déplacent du matériau, on peut avoir du matériau qui vient d'ailleurs et qui est déposé. Donc ça fait une nappe de charriage quand on est sur des éléments qui sont très longs, très étendus. Puis quand on a quelque chose qui est plutôt replié sur lui-même, on va plutôt parler de clip. Donc c'est plutôt la forme qui fait qu'on qualifie certaines structures de nappe de charriage et d'autres de clip. Il y a aussi que très souvent une nappe de charriage est limitée par deux chevauchements, c'est-à-dire qu'elle-même est souvent chevauchée par quelque chose, alors qu'une clip chevauche entièrement tout ce qui l'entoure. Par érosion, les nappes de charriage peuvent permettre de voir ce qu'il y a en dessous, et à ce moment-là, ça fait des fenêtres. Donc ici, on a une nappe de très 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 grande ampleur, des schistes lustrés, qui est érodée et qui permet de voir en dessous l'existence du Grand Paradis.
Donc vous voyez que tout ça, ce sont les déformations que l'on peut voir en surface en faisant des sorties géologiques. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement superficiel. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est dans toute la zone que j'ai utilisée pour mettre les légendes, et que donc forcément je n'ai pas représenté en détail, mais qu'est-ce qui se passe ici en profondeur? Et ça, c'est l'objet de notre prochaine vidéo.